et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir en présentiel et en distanciel pour cet atelier au sein des Innovantes. Merci pour ceux qui ont fait le déplacement, certains d'entre vous viennent de loin. Quel plaisir de vous voir, de se voir aujourd'hui. Alors, on se prend un temps, après tout ce que vous avez pu entendre, découvrir, échanger lors des Innovantes, de la conférence et sur les stands. On se prend un temps ensemble, 1h30, voilà, pour partager, pour peut-être s'inspirer, pour se rassurer peut-être et se motiver sûrement. Nous sommes ensemble pour illustrer les enjeux de la digitalisation qui ont été vus hier matin lors de la conférence. On a la chance d'avoir 2 organismes de formation bien différents qui nous feront part de leur adaptation de leur offre de formation. Alors pour cela, j'animerai les échanges avec 2 collègues du Carrefour Occitanie, donc Bénédicte Elias qui est en charge du chat live. Il semble que tout fonctionne parfaitement, donc elle est là en support aussi pour peut-être donner des éléments si sur le chat on ne voit pas complètement le PowerPoint ou s'il y a des questions. Et puis Chantal Marger qui est là avec nous en salle, qui pourra prendre vos questions dans la salle et qui sera notre maître du temps. On essaiera d'être vigilant et en même temps on a du temps devant nous là pour échanger. Donc notre atelier sera en 2 temps, tout simplement les interventions de nos organismes de formation et après des temps d'échange, questions-réponses, d'abord chat live et puis après avec vous. Alors, nous allons parler d'adaptation de son offre de formation. L'adaptation au public, à l'apprenant, est au cœur de la pédagogie. Ce n'est pas le sujet de l'atelier d'aujourd'hui. Ce sujet, mettre l'apprenant au cœur de la digitalisation, est traité dans un autre atelier. Vous aurez des éléments des autres ateliers sur notre site internet par la suite. Ici, nous parlerons de l'adaptation aux évolutions du marché de la formation professionnelle. Je dirais même aux enjeux, aux nouveaux enjeux du monde de la formation. Les changements culturels induits par l'usage du numérique au quotidien impactent forcément la manière dont la formation est demandée, voire même consommée. Dans un secteur en forte mutation, poussé par les nouvelles technologies numériques, par l'essor d'une nouvelle filière, la EdTech, nous allons voir comment nos 2 organismes de formation ont pu adapter leur offre, s'adapter et continuer de s'adapter. D'un côté, nous avons un organisme de formation traditionnel, acteur important sur les formations diplôme métier en apprentissage, représenté par Yann Keruel. La Chambre des métiers et de l'artisanat régional nous fera part de son expérience, hybrider les formations métiers en faisant émaner les ressources par les formateurs. Juste à côté, Yann Keruel. Alors peut-être que dans le chat, on pourra copier le nom de notre intervenant. Juste à côté, un nouvel organisme de formation depuis 2017, avec des formations courtes en prévention santé, des escape games en présentiel. Représenté par Alexandra Struck, Tricky nous fera part également de son expérience. Digitaliser un escape game à 100%. Donc vraiment aller sur créer un digital game. Nous déroulerons ces expériences en 3 temps. D'abord sur les enjeux qui vous ont poussé à vous adapter. Ensuite, on ira dans le concret sur comment vous avez adapté vos offres, effectivement, quelle méthode. Et enfin, quels freins et quelles recommandations pour nos participants. Je vois hocher de la tête, oui, la dernière partie. Pour notre atelier aujourd'hui, donc vous le voyez déjà, se dessinent 2 regards, 2 échelles, 2 expériences et adaptations bien différentes, mais nous verrons qu'il y aura de beaux leviers communs. Alors, avant de partir sur le partage des expériences, on va prendre un petit temps. On va prendre un temps pour vous connaître un peu, savoir où vous en êtes. Donc, du côté du chat live, il va y avoir un sondage pour les participants en distanciel. On vous propose dans la salle, si vous le souhaitez, de participer à ce sondage. Vous pouvez utiliser vos téléphones et aller
soit télécharger l'application Slido. Donc c'est une plateforme qui permet d'aller sur des chats, sur des questions, sur des sondages. Le code de l'événement, c'est 74 0067. Et je vois déjà les téléphones sortis pour essayer de flasher le QR code. On a testé, ça devrait marcher. Là, ça vous ouvre directement une page internet. Je vois un autre hochement de tête, ça marche, super. Voilà, donc là, le sondage est lancé. Hop, par le côté administrateur. Ouais. Super, super, ça marche. Et on a déjà quelques résultats. Alors, peut-être que vous allez vouloir répondre avec plusieurs réponses. On a décidé d'en avoir qu'une seule pour vraiment comprendre la grande tendance. La grande tendance pour vous. Alors. Eh bien, ça se dessine pas mal. On va se laisser 10-20 secondes pour que vous puissiez répondre, qu'on puisse regarder un petit peu les résultats, et après on enchaînera. Bénédicte, est-ce que... Ouais. Alors, il y a déjà une bonne partie, presque la moitié des participants qui ont répondu. Bon, vous ne me simplifiez pas les choses, c'est assez bien réparti. Donc on en a un tiers qui est toujours en réflexion, donc vous êtes au bon endroit, tant mieux, on va réfléchir ensemble. L'idée c'est de voir tout ça. Et après, par contre, ce qui prend quand même le devant, c'est le fait d'avoir hybridé, d'être parti sur un peu de distanciel, un peu de digital dans vos parcours de formation. Il y a aussi, juste derrière, une adaptation temporaire par rapport à la crise sanitaire. Même beaucoup d'entre vous, je pense, l'ont vécu. Et puis, l'autre possibilité, une ou plusieurs formations 100% digitales. Donc là, vous voyez que se dessine un petit peu ce qu'on va voir ensemble avec les intervenants. Bon, super, merci beaucoup pour les réponses. Je pense qu'on peut déjà embrayer sur la suite. Alors, sur la suite, je vais proposer un petit exercice qui est... parfois un petit peu délicat pour nos organismes de formation toujours passionnés. Je vais proposer à chacun d'entre vous de présenter votre organisme et surtout votre offre de formation, on va dire en 2 minutes, qu'on comprenne vraiment ce que vous proposez et voilà, de pouvoir dresser le tableau avant d'aller sur l'expérience. Alors, commencez par Alexandra Struck de Tricky. À vous. Merci. Donc, Tricky est un organisme de formation et a la particularité d'être une entreprise universitaire. On produit des projets de recherche et surtout des résultats qui conduisent à développer des expériences immersives sous format d'escape game et à changer des comportements durables via les exercices qu'on propose à nos participants. Donc ces escape games, ils se matérialisent comme un vrai escape game, tout ce qu'il y a de plus physique. Vous imaginez une pièce, on enferme des participants par groupe de 4 personnes. Ils vivent une expérience complètement inoubliable dans laquelle ils doivent résoudre toute une série d'énigmes et on les expose aux messages de prévention auxquels on souhaite les faire adhérer. Et à la suite de cette expérience, ils ont 45 minutes avec un professionnel formateur qui permet de travailler sur la libération de parole et sur les objectifs pédagogiques du programme. Et donc on travaille sur différents programmes, le burn-out, les troubles de la dépression, l'hésitation vaccinale, et tous nos scénarios sont co-construits avec des gros acteurs institutionnels comme des CARSAT, des agences régionales de santé, des universités. Et donc on a eu un vrai enjeu stratégique sur le Covid à digitaliser et raison pour laquelle on souhaite pouvoir participer et témoigner de cette stratégie-là. Superbe, exercice réussi, il y aura encore beaucoup de choses à dire après. Maintenant à Yann Keruel de la CMA régionale qui pourra aussi nous parler de son actualité sur la réorganisation peut-être de la structure. À vous. Bonjour à tous. Donc Yann Keruel, moi je suis chargé de mission à la Chambre régionale sur la modernisation de l'appareil pédagogique. La Chambre régionale, c'est 13 chambres départementales, 12 OF, essentiellement des CFA, à peu près 10 000 apprentis en Occitanie, soit à peu près 25% des apprentis en Occitanie, 15 000 personnes en formation dite continue, qui sont essentiellement des artisans dans nos métiers. Donc un enjeu fort aussi. Aujourd'hui, on ne raisonne pas uniquement en termes de CFA, mais en termes d'OF. C'est-à-dire que nos CFA sont nos vitrines, mais pas uniquement. Il y a aussi toute la partie formation dite continue dans nos chambres de métiers.
Que vous dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre sur la chambre régionale? Je ne sais pas, je suis à votre écoute, mais si les gens ne les connaissent pas, donc on est consulaire. Pour faire la distinction pour les gens qui ne connaissent pas, la CCI, c'est plutôt les entreprises de plus de 11 salariés. Nous, on est plutôt sur les entreprises de moins de 11 salariés, donc les artisans. On est consulaire au même titre que les chambres d'agriculture, la CCI. Voilà. Donc on répond aux besoins sur les métiers de service, les métiers de production, les métiers liés à l'automobile, enfin tous les métiers que vous pourrez trouver, les corps de métier liés à l'artisanat. Voilà. Merci. Avec plaisir. Allez, on va pouvoir attaquer sur les questions. Sur le premier questionnement sur les enjeux. Quels enjeux vous ont poussé à vous adapter? D'où partez-vous? On va commencer par Yann Keruel, oui, par l'ACMAR. Alors, nous, déjà, il faut donner le contexte. La première chose, effectivement, c'était la loi de septembre 2018 qui a réformé énormément nos CFA. Donc, on est devenu sur un champ dit concurrentiel, l'ouverture de l'apprentissage. Donc, on est concurrencé, mais on devient aussi concurrent sur pas mal de types de formations. Donc, l'objectif premier, effectivement, là, depuis 2018, c'était essayer de raisonner sur les pédagogies qu'on pouvait proposer autrement que par l'apprentissage. Donc ça, c'est la première démarche qui nous a poussé, je dirais, déjà à réfléchir sur la manière dont on devait s'adapter dans ce monde concurrentiel. Bien évidemment, à travers les textes réglementaires, on se rend compte que l'hybridation des formations était prégnante. Donc ça fait la première démarche. Donc on a constitué des groupes interconsulaires, et puis je vous expliquerai un petit peu comment on a fonctionné par terme de filière. Le deuxième contexte, on l'a évoqué assez rapidement, c'est ce qui nous est arrivé depuis 2019, donc c'est la partie Covid. Il a fallu essayer de maintenir l'ensemble des formations auprès de nos apprenants, parce que la priorité, en tout cas pour nous, c'est les apprenants. Vous voyez que je fais attention, je ne dis pas uniquement apprentis, je parle d'apprenants. Donc la priorité, c'était essayer de trouver la méthodologie pour essayer de permettre à nos apprenants de continuer leur formation. Et de ce fait, on s'est retrouvé très très rapidement confrontés à essayer d'utiliser des outils. Alors la plupart de nos équipes pédagogiques se sont lancées très rapidement dans les outils, mais je pense que notre priorité, en dehors du contexte, c'était d'essayer de réfléchir sur une stratégie de digitalisation de la formation. Donc moi, je vous donnais l'enjeu principal, c'était d'améliorer notre démarche pédagogique. On avait un fonctionnement qui datait depuis des années et des années. C'était d'essayer de faire adhérer l'ensemble des équipes, enfin c'est toujours de faire adhérer l'ensemble des équipes pédagogiques, à savoir comment on pouvait procéder autrement, comment on pouvait s'adapter à ce monde concurrentiel et à cette digitalisation, en tout cas cette hybridation des formations. Donc nous on est parti sur une démarche de raisonnement par filière, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et on s'est donné un but, c'est que dans nos métiers, on est souvent sur des métiers de transmission manuelle. Donc en tout cas nos élus qui sont nos représentants, nos artisans, leur priorité, c'est de se dire on ne fera pas du 100% digital. Ça, c'est la première des priorités et c'est ce qui s'est fait tout de suite expliquer à nos équipes pédagogiques. Donc on s'est donné un objectif qui est de se dire sur les 2 années qui viennent, c'est essayer d'apporter 25% de nos contenus pédagogiques en digital. Pourquoi 25%? Partir sur une base de 420 heures moyenne sur nos apprenants par année, se dire qu'on peut aller sur 105 heures d'hybridation. Donc ça, c'était un point fort qui émane du travail collaboratif fait avec les équipes. Ça n'est jamais une décision qui est prise uniquement par les administratifs ou les fonctionnels que je peux représenter, mais uniquement ce qui émane de là, c'est du besoin ressenti par les équipes pédagogiques. Donc on s'est donné ça comme objectif. Comment le réaliser? Ça, c'est le plus dur. Comment s'adapter? Alors, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, beaucoup d'équipes pédagogiques se sont mises sur des outils. Des outils. OK. Donc on s'est retrouvé, vous imaginez bien, sur 12 territoires avec une multitude d'outils. Soit des outils qui étaient payants, soit des outils qui étaient gratuits, soit des adaptations en utilisant Google ou d'autres supports. Notre démarche, c'était de très vite rationaliser ceci, essayer de trouver des outils communs. L'objectif, c'est d'avoir une structure commune, avoir un socle commun, c'est-à-dire que l'ensemble de nos équipes pédagogiques puissent utiliser à minima, comme vous utiliserez en formation, je ne sais pas, si on était sur le CLEA, avoir un socle de compétences minimales
notre objectif, nous, c'est d'avoir un socle de compétences minimales pour l'ensemble de nos équipes pédagogiques. Donc, à partir de là, on a fait une définition de nos besoins. On a, je dirais, essayé de rationaliser tout ce qui était existant. Et puis, à partir de là, les groupes de travail, enfin j'ai vu certains de mes collègues qui étaient là d'ailleurs, des groupes de travail se sont mis à travailler par filière et essayer de rationaliser leurs besoins par filière. Superbe. On pourra rentrer dans ce détail-là un petit peu plus tard aussi sur l'accompagnement dont vous avez bénéficié. Vous parliez de la concurrence. C'est vraiment un choix, en fait, ce positionnement sur de l'hybride face à des concurrents qui sont à 100% distanciels, par exemple sur la filière blanc. Ben voilà, nous on n'a pas eu, c'est même pas un choix, ça nous a imposé. L'apprentissage fait que ça fait effectivement, très rapidement on a retrouvé des propositions sur nos métiers où on pouvait aller, des opérateurs qui proposaient, effectivement on parlait du blanc sur la boulangerie, des actions de formation à 100% digital, possibilité de faire des CAP, des bacs pro en 100% digital. C'est pas notre choix. Nous on a des supports, on a des ateliers, on a beaucoup d'investissements sur ces supports pédagogiques, que moi je pense assez professionnel, ou en tout cas très adapté, en tout cas dans le monde professionnel. Donc nous, on veut être vraiment sur le geste, sur le métier, mais par contre, c'est comment on apporte cette hybridation dans nos métiers. On ne sera jamais 100% digital. C'est ce qui va nous faire, je pense, c'est une démarche qu'on a choisie, concurrentielle, d'être comme ceci. Voilà. Oui, c'est un vrai choix stratégique. C'est un choix complet. Voilà, par rapport aux enjeux. Merci. On pourra aller plus dans le détail, effectivement, dans la deuxième partie. Et vous, au sein de Tricky, qu'est-ce qui vous a poussé à vous digitaliser? Quels ont été les enjeux, le contexte? Le contexte, c'était le même. C'est le contexte Covid qui nous a forcément poussé à digitaliser, puisqu'on a eu des activités au point mort en mars 2020. Pour peut-être recontextualiser, David et moi-même, on était tous deux issus, on a tous deux été chefs de projet sur des projets digitaux, donc création de Serious Game à l'époque. Et la raison pour laquelle on avait créé Tricky, c'était pour proposer des activités physiques auxquelles on croyait, ou on croit toujours d'ailleurs, mais pour attirer des populations qui ne se sentent pas ou peu concernées par des problématiques de santé et les engager vraiment dans des démarches de prévention. Et on s'est rendu compte que l'escape game, ça avait vraiment ce pouvoir d'attraction et d'engagement fort. Et donc, longtemps, on s'est dit qu'on n'irait pas vers le digital. Et le Covid est arrivé et on n'a pas eu d'autre choix. Et c'était un choix de survie pour la société que de transférer une grosse partie de nos activités sur des projets digitaux. Et donc, du coup, on a développé des serious games, un serious game sur la gestion des émotions en confinement et puis après en télétravail. Notamment pendant cette période compliquée, où on savait que ça pourrait durer des mois, des années, et du coup, on savait que nos activités d'escape game pouvaient être impactées durablement. Alors c'est vrai que ces escape games en présentiel, voilà, peut-être nous décrire un petit peu plus pour les visualiser, pour voir d'où vous partez, avant dans une deuxième partie de vraiment comprendre comment vous êtes allé sur du digital. Ces escape games présentiels, peut-être. Ces escape games présentiels, ils sont matérialisés par des containers qu'on déplace chez nos clients. Donc on rescénographie des espaces entiers. Par exemple, sur un scénario sur les trous musculo-squelettiques en EHPAD, on rescénographie une chambre d'EHPAD et les participants sont accueillis dans un container par groupe de 4 personnes et doivent décortiquer des énigmes au sein de cette chambre. Donc il faut vraiment imaginer du matériel, des mécatronismes, des effets spéciaux, enfin ce que vous voyez dans des salles d'escape game classique, on va dire. Et donc du coup, sur la stratégie de digitalisation, notre objectif, c'était de garder cette cohérence et cette coordination qu'on avait entre les participants sur une plateforme de jeu, et du coup, on a bien réussi, et nos résultats prouvent qu'en fait, l'engagement, il est aussi important sur une phase de digital que nos escape games physiques. Et c'est les participants sont réunis par groupe de 4 en visioconférence, donc chacun à distance, sur une plateforme de jeu, et doivent collaborer et sont en fait engagés par des systèmes de tours de rôle qui fait que ils sont obligés de collaborer pour pouvoir continuer la suite du jeu. Et du coup, il y a une vraie coopération qui s'initie dans l'engagement pédagogique. Alors là, sur ces premières interventions, on voit bien que sur vos
vos domaines qui sont très présentiels, hein, les diplômes métiers qu'on visualise bien hein, pour la CMA, la prévention santé avec ses conteneurs en présentiel, mais en fin de compte, avec ces contextes, avec la réforme, avec la concurrence, avec le Covid, vous avez dû réfléchir, switcher et aller de l'avant. Vous avez déjà commencé à nous expliquer ce que vous avez fait évoluer et on va voir maintenant comment. Quelle méthode en fait, vous avez mis en place? Dans les faits, comment vous avez adapté votre offre? Donc, on l'a vu, la Chambre des métiers et de l'artisanat au niveau régional partie sur une digitalisation partielle des formations, donc de l'hybridation. Au niveau, voilà, et Alexandra, vous l'avez dit, vous êtes partie sur la digitalisation d'une action de formation, une nouvelle à 100%. Est-ce que vous pouvez continuer sur ce sujet-là, nous dire jusqu'où aussi vous voulez aller? Comment vous avez créé cette formation digitale? Alors cette formation digitale, on l'a créée dans un contexte Covid. On a mis personne chez nous au chômage partiel. Et du coup, on a accompagné nos collaborateurs qui changent un petit peu de métier et sur la création pure et dure de digital game. On a créé un scénario sur la gestion des émotions, comme je le disais. Et l'objectif pédagogique, c'est de faire en sorte que les participants soient plus outillés sur le versant risques psychosociaux et santé mentale dans des contextes télétravail. Donc dans le télétravail, le sujet. Dans le télétravail. Voilà. Alors, on a un versant pour les salariés et on a aussi un versant pour les étudiants ou les jeunes. Donc c'était vraiment un nouveau sujet. C'était quelque chose qui n'était pas traité en présentiel. En interne. On avait un scénario sur les troubles de la dépression pour les managers et pour les étudiants. Mais là, vraiment, c'était d'outiller sur des soft skills un peu plus importantes qu'ils pouvaient mettre en place dans leur environnement de télétravail. Pardon. Donc vous êtes vraiment allé chercher complètement autre chose que ce qui était fait avant. Vous avez tout de même conservé votre offre de formation initiale, en présentiel telle qu'elle. Exactement. On a conservé notre offre de présentiel telle qu'elle qui a repris du poil de la bête depuis quelques semaines. Mais sur 2021, le gros de notre activité, un tiers de notre activité, ça a été déployé sur ce digital game. Donc c'est un tiers de notre chiffre d'affaires environ. Et donc du coup, ça intervient en complément effectivement du catalogue de formation qu'on a actuellement. Et quelle suite donner à cette première action de formation 100% digitale ? Alors, on s'est rendu compte que ça répondait à un enjeu de volumétrie chez nous, parce que vous imaginez que déplacer des containers, ça demande une certaine logistique. On fait passer entre 100 et 120 participants par semaine, ce qui est très honorable, mais sur des gros volumes d'étudiants, de centaines de milliers d'étudiants, c'est compliqué de faire passer tout un campus sur un escape game. Donc du coup, la stratégie de digitalisation chez nous, elle répond à des enjeux de clients qui souhaitent pouvoir déployer ces outils-là sur des plus grosses cohortes. Donc on est en train de déployer un nouvel escape game, un digital game pardon, sur les enjeux de l'hésitation vaccinale chez les jeunes en particulier. Et début 2022, on a pour projet de digitaliser l'ensemble de notre catalogue de formation pour répondre aux enjeux passeport prévention qui vont être une nouvelle obligation des employeurs, d'accompagner de faire en sorte que les salariés aient des passeports certifiant des formations sur les domaines de santé, prévention, sécurité travail. D'accord, donc digitaliser l'offre existante complètement. D'accord, donc c'est un grand pas tout de même. C'est un grand pas d'adaptation. C'est un grand pas, oui. Ok. Avant de continuer avec la CMA qui pourra vraiment nous faire part de l'organisation interne pour justement cette adaptation, peut-être qu'on peut faire un zoom sur les tarifs mis en place en présentiel, en distanciel, comment vous avez pu définir ces tarifs-là, les proposer, communiquer. Oui, alors juste pour repréciser quelque chose que j'ai dit et me dédire un petit peu, il y a quelques escape games quand même physiques qui ne se prêtent pas du tout à une digitalisation. Notamment un scénario sur les tours musculo-squelettiques, objectif zéro porté en EHPAD, où on utilise des dispositifs de transfert. Celui-là, on ne va pas le digitaliser, puisque l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une manutention de ces dispositifs-là. Et donc, y a des sujets qui ne se prêtent pas à une digitalisation. Et sur le prix, effectivement, la diffusion digitale impacte forcément les prix, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas du tout le même prix
de faire des formations digitales que de déplacer des containers ou de rescénographier des salles qu'on nous prête. Donc du coup, ça impacte fortement les prix qu'on peut faire. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, une session de formation qui dure 2 heures pour 4 participants, le tarif est environ panier moyen à 450 €. C'est hyper dégressif en fonction de la volumétrie. Plus on fait de sessions dans une semaine, plus on va dire rentabilise les infrastructures logistiques. Et pour une session Digital Room, elle est à 250 €, donc c'est pas du tout le même prix. Ouais. Très bien, merci. Merci. Et de votre côté, au niveau de la CMA régionale, quelles ont été vos actions prioritaires? Quelles méthodes avez-vous mis en place pour faire évoluer l'offre de formation? Alors, nos actions prioritaires ont été faites d'abord sur l'accompagnement de nos équipes pédagogiques, parce qu'on se rend bien compte que cette nouvelle pédagogie nécessitait de définir la posture de nos profs et formateurs, puisqu'on a des profs et des formateurs, on a à peu près 700 profs et formateurs en Occitanie. C'était de trouver comment les accompagner sur cette hybridation de la formation et comment ils voyaient le digital, et de repérer aussi toutes les compétences qui pouvaient exister dans notre réseau, parce qu'il y en a beaucoup de compétences. Et la deuxième chose, c'était de trouver des outils partagés. Donc nous, sur 2019, notre orientation était d'essayer déjà de définir, même si on s'est rendu compte que ce n'était pas la priorité, mais en tout cas de définir un outil collaboratif à travers une plateforme LMS. Donc on a fait un choix, et notre choix s'est orienté sur une plateforme LMS type Moodle. Et courant de l'année 2020, on a réfléchi à essayer de savoir quel accompagnement on pouvait mettre en place au niveau de toutes les équipes pédagogiques. Et puis, au bonheur, appel à manifestation d'intérêt de la région, qui nous propose de pouvoir, je ne fais pas de la flagornerie, mais qui nous propose de pouvoir accompagner les équipes pédagogiques sur ce genre de domaine. Donc nous, on s'est positionnés. On a positionné nos 12 CFA, enfin nos 12 OF dans cette démarche. Et on s'est très vite rendu compte que notre priorité, qui était essayer de réfléchir aux outils, était peut-être pas la bonne, était certainement pas la bonne. Notre priorité, très vite, a été plutôt sur comment réfléchir à notre pédagogie, comment intégrer de l'hybridation dans la pédagogie avant de choisir les outils. Donc on avait quand même déjà la plateforme collaborative qui est aujourd'hui notre outil je dirais d'échange en tout cas et de centralisation de l'ensemble des travaux réalisés par les équipes pédagogiques. Mais notre priorité est bien d'accompagner, et on se rend compte que la plupart de nos équipes avaient des compétences, savaient faire certaines choses, mais comment? Donc comment, pour, je vous dis, pas loin de 700 profs et formateurs, comment on est en capacité de donner la même, en tout cas d'avoir la même compétence pour l'ensemble des équipes pédagogiques. Et c'est vrai que c'est tombé un point nommé, parce que cet accompagnement fait que aujourd'hui on est en capacité de créer des choses mutuelles, de pouvoir les partager sur une plateforme collaborative qui est la plateforme LMS, et que tout ça n'émane que de la réflexion et du travail fourni par les équipes pédagogiques. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... Alors c'est vrai qu'on est accompagné par un des prestataires de la région, donc c'est vrai que ça c'est très très aidant, mais ça nous permet surtout d'avoir la réflexion. Les équipes pédagogiques savaient faire certaines choses, mais se rendent compte peut-être que la priorité c'était leur rôle. Comment je suis prof ou je suis formateur dans un groupe de 15 à 16 jeunes en apportant de la digitalisation. Ça, c'était la réflexion première, et aujourd'hui l'accompagnement il est essentiellement là-dessus. C'est-à-dire qu'avant d'aller vraiment définir tous nos contenus, s'appuyer sur des outils, que ce soit du virtuel ou que ce soit du serious game, c'est à quel moment j'utilise ce serious game, comment dans ma pédagogie, comment dans mon déroulé pédagogique je suis en capacité de pouvoir l'intégrer. Et ça, je pourrais donner l'exemple de plusieurs de mes collègues, pensaient savoir faire, en toute honnêteté, pensaient savoir faire. Par contre, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, il y avait peut-être des choses qu'on ne faisait peut-être pas forcément bien. Et la première chose à faire, c'était vraiment nous dérouler pédagogique. Donc ça nous a amené toute cette réflexion.
En plus, c'est très collaboratif, parce que je vous avoue que souvent des collègues qui étaient sur Nîmes n'échangeaient pas forcément avec des collègues sur Tarbes, parce qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne se voyaient pas. Donc le fait de faire des groupes de travail, déjà, il y a beaucoup plus d'émulation. Alors c'est foisonnant, hein, je vous avoue que c'est très foisonnant. Mais la priorité, c'est vraiment la posture du formateur. Je crois qu'en tout cas, nos profs et nos formateurs, c'est la principale des choses qu'ils sont en train alors pour certains, c'était déjà acquis, pas pour tous. Et comme je répétais tout à l'heure, c'était vraiment le socle commun. C'est-à-dire que pour nous, en tout cas, c'est que l'ensemble de nos profs et formateurs est bien le même socle commun, bien la même démarche. C'est toute une démarche d'entreprise qui est à refondre, quoi. Donc, on est dans cette démarche-là. Donc, on parlait des avantages et inconvénients des petits ou des gros OF. Je vous avoue que c'est pour 650 personnes, c'est un peu plus contraignant peut-être, ou différemment, que pour des plus petits OF. Mais il faut savoir qu'on dit que souvent c'est plus facile. Je ne suis pas certain que ce soit plus facile. Par contre, c'est vrai qu'il y a une envie, il y a une émulation, il y a des choses qui se créent. Alors là, on est dans le foisonnement, on est vraiment dans la phase d'expérimentation, je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais on est dans la phase d'expérimentation. Là, les équipes pédagogiques voient réellement leur rôle dans cette nouvel apprentissage. Et après, là, on est dans la définition de certains outils. Donc, au fur et à mesure, on fait l'acquisition d'outils partagés. Vous avez plein d'outils gratuits ou pas gratuits. Nous, on a fait l'acquisition de certains de ces outils, mais c'est un outil partagé, c'est-à-dire que l'expérimentation des collègues fait que on fait un choix, on prend un outil et on va jusqu'au bout, on fait l'utilisation, on fait le retour d'expérimentation, c'est ce qui va se faire fin d'année. Et après, ces retours d'expérimentation, est-ce qu'ils sont appropriés dans la pédagogie qu'on met en place? Oui, non. S'ils sont appropriés, on les valorise. Et notre objectif après, c'est qu'à travers la démarche que l'on fait, où c'est, je dirais, open source, hein, mais c'est ouvert à l'ensemble des collègues, c'est qu'à partir de là, on essaie d'obtenir une ossature commune qui sera celle de la pédagogie pour une filière, pour des diplômes, pour que, quels que soient les profs et les formateurs qui travaillent avec nous, ceux d'aujourd'hui et peut-être les futurs, ils aient une base commune sur l'ensemble des diplômes que l'on propose et des actions de formation qu'on propose. Alors bravo, vous avez couvert les sujets presque, vous avez survolé les sujets aussi des autres ateliers, hein, sur la stratégie de digitalisation, sur mettre l'apprenant au cœur, mais surtout aller sur les formateurs. Voilà, cet outillage qui passe d'abord par la réflexion sur la pédagogie, sur la granularisation, etc. On a eu beaucoup de sujets là, c'est superbe. Un point aussi sur ce programme de modernisation porté par la région Occitanie. Alors vous avez dû en entendre parler lors de la table ronde de Troyes lundi matin. La région était présente sur les stands. Elle est aussi disponible via son site internet et il y a des éléments d'information sur le site du CARIFOREF Occitanie. À la sortie, là sous peu, il va y avoir un 4e appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire un recueil des projets, des intérêts des organismes de formation sur le sujet de la modernisation pour bénéficier éventuellement d'un accompagnement comme la CMA régionale a bénéficié, c'est-à-dire d'avoir d'abord une phase de diagnostic, construction de plan d'action, et un accompagnement sur un an, vraiment sur un projet sur mesure. Voilà, donc je vous invite à aller chercher ces ressources sur le site du CARIFOREF Occitanie, mots-clés modernisation. Ça vous emmènera sur le site de la région. Vous pourrez poser vos questions sur cette thématique-là. Ça peut être intéressant pour vous. C'est du sur-mesure, hein, quelque part. Il y a aussi d'autres ressources, d'autres éléments, le plan de transformation et de digitalisation au niveau national. Vous avez des ressources aussi au niveau acteur de la compétence, Synovdes, etc. Donc voilà, l'idée aussi, ça a été pour vous, au niveau de la CMA régionale, de s'appuyer sur les formateurs. Donc un petit peu plus précisément, vous disiez que vous aviez mis en place des pools de plusieurs formateurs par filière, cette notion d'expérimentation peut-être, voilà, quelques mots encore. Oui, alors effectivement on a raisonné par filière. Alors c'est vrai que courant de l'année 2019, comme j'imagine certains de nos collègues ici présents, on a travaillé sur la modularisation des parcours. Essayer de définir comment on pouvait fonctionner en termes de modularisation. Donc très rapidement, on a fonctionné par filière. J'expliquais tout à l'heure les échanges qui ont pu se faire interdépartementaux parce que pour nous, c'était très important. Je pense que, j'ai vu certains de mes collègues là, donc ils pourront en témoigner. Mais c'est vrai que
il y a de la ressource, beaucoup de ressources. L'intérêt, c'était comment essayer de centraliser toutes ces ressources sur une démarche commune, quoi. C'est ni plus ni moins que ça, quoi. C'était essayer d'avoir une stratégie. C'est des termes peut-être qui n'existaient pas forcément tout le temps dans nos métiers, liés à la concurrence et tout ça, mais la stratégie sur la formation, l'intégration de l'hybridation dans cette stratégie, mais s'appuyer sur l'expérience de nos formateurs, de nos profs. Ils ont une expérience métier qui est la base de ce que l'on ne veut pas oublier. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc c'est comment s'appuyer sur ces expériences métiers et comment les transformer sur vraiment une stratégie dite pédagogique, digitalisation de la pédagogie, et jusqu'à quel grain, comment on peut définir le grain sur lequel on ira se positionner. Donc ça, c'est interne, je ne vous le dirai pas, mais c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on s'est positionné, quoi. Et juste rappeler, parce que je ne sais pas si tous les OF sont... Alors je fais de la pub, hein, mais tous les OF là sont d'Occitanie, mais c'est vrai que... Alors nous, c'est tombé à point nommé, mais c'est vrai que cet accompagnement nous remet énormément en question, quoi, sur notre manière d'être, sur notre manière de faire. Beaucoup de professionnels avec beaucoup de compétences, mais comment transférer ces compétences autrement, parce que la finalité, les équipes pédagogiques, oui, mais la finalité pour nous, c'est l'apprenant. J'ai parlé tout à l'heure au début, c'est l'apprenant. Comment l'apprenant se retrouve dans cette nouvelle stratégie, comment il est en capacité d'apprendre autrement. C'est-à-dire que quand on disait autrement, pas uniquement avoir un formateur descendant. Voilà, là c'était la première chose. Alors on parlera des freins après, parce que c'était aussi un frein. Mais comment mettre la posture du prof dans cette démarche, et comment surtout accompagner nos apprenants dans cette démarche, quoi. Et ça, il y a eu des remises en question, et c'est vrai que c'est très très intéressant et très bénéfique, quoi. Oui, j'entends beaucoup, voilà, les formateurs, s'appuyer sur les formateurs, les inclure, mais vraiment, c'est ce que j'entends de commun, c'est ce qu'on entend de commun dans vos deux expériences. Peut-être, Alexandra, revenir sur justement la mobilisation des équipes. Faites vraiment que, voilà, vous avez travaillé tous ensemble, et de nouveau, c'est les équipes qui ont été au cœur. Effectivement, c'est la créativité des équipes, c'est le fait que tout le monde soit dans le même bateau, on va dire, et que tout le monde a envie que ça avance. Nous, on a eu la chance d'avoir des professionnels, des formateurs qui se sont investis dans ces thématiques-là et qui étaient partants pour tout transformer leur métier, hein. Donc, il faut imaginer que dans nos équipes, on avait des décorateurs, des mécatroniciens, des médiateurs, donc médiation scientifique, qui se sont rodés à l'exercice de transformer leur métier et travailler sur des outils digitaux aujourd'hui. Donc, je pense que quel que soit l'organisme de formation et même quelle que soit l'entreprise, en fait, ce qui fait notre force, c'est le capital humain et les équipes qu'on a avec nous. Donc c'est clair qu'on a beaucoup de chance avec nos équipes, en tout cas. Et vous me disiez aussi tous les deux lors de la préparation, s'appuyer sur les équipes et aussi prendre le temps. Il y a peut-être eu cette notion d'urgence avec la crise sanitaire, mais faire ressortir cet aspect peut-être de prendre son temps. Alors nous, clairement, ça c'est un des freins que je vous avais soulevé sur comment est-ce qu'on a organisé les choses. La décision de se dire, de toute façon, les activités d'escape game sont arrêtées. Donc, on fait un digital room et on va le faire sur la thématique de la gestion des émotions en confinement. C'était une décision qui était très rapide, qu'on a mis en place, une décision qu'on a décidé, avec mon associé en une semaine. On s'est dit, on travaille sur ça maintenant. Et on a embarqué toutes nos équipes dans ce travail-là. Donc oui, c'était très rapide. Après, c'était long parce qu'il fallait former les équipes, etc. Donc on a mis environ 4 à 6 mois sur la création du programme. On a sorti une version bêta en septembre, octobre, et on a commencé à commercialiser en janvier. Donc au final, c'était beaucoup d'engagement, c'était une prise de risque aussi, très importante. Parce qu'on n'avait pas fait d'études de marché en se disant cette thématique elle va correspondre à nos clients actuels ou pas. Mais c'était une prise de risque qui nous a plutôt réussi au final. Mais c'est quand même une grosse prise de risque parce qu'on a investi 120 000 euros sur une petite structure comme la nôtre. C'était beaucoup d'argent à l'époque. On a eu aussi la chance d'être accompagné par le conseil régional. On a aussi bénéficié d'un AMI qui a pris en charge la moitié de cet investissement. Mais je pense que
c'était une grosse prise de risque. Heureusement que ça s'est bien passé, mais ça aurait pu. Merci pour cette question. On va la garder pour après sur les escape games. Alors, ça nous permet d'enchaîner sur la troisième partie. On reviendra peut-être et sûrement sur cette notion dans les recommandations. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre un petit peu de temps sur les freins que vous avez rencontrés, peut-être sur les étudiants occitans. Oui, tout à fait. Nous, sur la stratégie d'engagement de nos clients, enfin de nos bénéficiaires, plus que parce qu'on fait du B2B2C. Notre client, par exemple, c'est l'université. En particulier en Occitanie, on a eu l'université de Toulouse et Montpellier comme clients sur la Digital Room. Et on a eu du mal à capter l'intérêt des étudiants, alors qui pouvait s'expliquer par de multiples biais. D'une part, peut-être la communication qui n'était pas assez rodée, et d'autre part, le fait que cette activité s'est déployée en avril, mai, juin, sortie du 4e ou 3e confinement, je ne sais plus très bien, ce qui fait que les étudiants étaient, en période d'examen et avaient plutôt envie de sortir. Donc du coup, on a eu moins d'intérêt, en tout cas de ces publics-là, à venir sur des digital games, ce qui n'est absolument pas le cas quand on déploie des escape games. Enfin, on n'a jamais eu de problème de remplissage sur des escape games. Et là, sur les digital games, on était un petit peu surpris de ce manque d'intérêt ou d'appétence par les étudiants. Oui, c'est vraiment une limite dans l'utilisation du digital, l'appétence au démarrage. Exactement. C'est cette notion d'attirer des populations qui ne se sentent pas concernées, en fait. Et sur le digital, de notre côté, on a beaucoup de travail, on est en train de travailler pas mal dessus. Savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour engager un peu plus sur cette première démarche-là. Vous me faisiez part dans la préparation aussi du fait d'être présent effectivement sur place, mais aussi la présence du formateur en présentiel. Voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles réfléchir lors de la transition sur certaines actions en digital. Tout à fait. Donc actuellement en digital, la présence du formateur est requise. Donc il accompagne les étudiants autant sur la phase de jeu que sur la phase de débrief. Et on réfléchit à automatiser certaines procédures. Pour libérer plus de temps du médiateur sur des actions un petit peu plus percutantes. Mais donc du coup, effectivement, le digital, ça nous engage dans une stratégie aussi de réflexion sur comment est-ce qu'on peut optimiser le temps de formateur et par exemple qu'il ne soit pas nécessairement présent sur la phase de jeu, notamment. En revanche, ça reste quand même l'ADN de Tricky de proposer un engagement avec un professionnel qui est formé à ces méthodologies-là. Donc oui, on ne remplacera pas par une intelligence artificielle tous nos escape games. Oui, parce qu'il y a un enjeu dans les formations, vous disiez, c'était la prise de conscience. Oui. Voilà, peut-être nous en creuser un petit peu ce sujet-là. L'enjeu, en fait, c'est de générer sur la phase immersive suffisamment d'effets waouh pour que chaque message de prévention auquel on les expose soit retenu durablement. Et on mesure l'engagement et les changements de comportement de toutes nos cohortes. Et actuellement, 6 mois après une intervention de 2 heures, on génère 72,69% de changements de comportement sur nos escape games physiques. Sur les escape games digitaux, ce n'est pas encore évalué. Et c'est un programme de recherche qu'on conduit à partir de janvier 2022 dans le cadre d'un ANR, donc c'est des appels à projets de recherche nationaux, avec l'U12-19, l'unité INSERM U12-19 de Christophe Tsouriau, donc sur la plus grosse cohorte étudiante d'Europe, la cohorte iShare. Et là, on aura les résultats dans 2 ans. Rendez-vous dans 2 ans. Dans 2 ans. Bon, avant ce rendez-vous dans 2 ans, voilà, on va peut-être revenir sur les recommandations que vous pourriez faire, revenir sur cette notion d'équipe. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les participants C'est de faire confiance à ces équipes qui sont source de créativité et d'engagement. Et en général, plus on fait confiance à ces équipes, plus le résultat est spectaculaire. Enfin, nous, en tout cas, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit embarqué dans le même bateau et qu'on aille dans la même direction. La seule chose que je recommanderais, c'est d'être un peu moins de tête brûlée que nous le sommes avec David, mais peut-être sur une stratégie de digitalisation, prendre le temps, peut-être pas prendre des décisions en plein drame Covid sur un arrêt d'activité, mais essayer de faire des études de marché pour un petit peu plus spécifier le besoin terrain que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Mais au final, on n'a pas trop à pâtir de cette prise de décision-là. Après, je pense que nos participants vont apprécier la recommandation. Ils sont ici aussi pour réfléchir ensemble, pour prendre le temps de se poser, prendre du recul sur tous ces aspects. Oui. Alors, on va revenir à Yann Keruel pour la CMA régionale. Donc, même question. Quels freins rencontrés qui mènent aussi à quelles recommandations? Alors, les deux principaux freins qu'on a eus, il y en a un, c'est un frein humain, le facteur humain. Bien évidemment, on a parlé des équipes pédagogiques, mais le changement amène certains freins au niveau de nos équipes. Donc c'est comment essayer d'accompagner les équipes pour prendre conscience de l'évolution obligatoire dans nos démarches pédagogiques. Donc il y a des freins, il faut les soulever. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Autant c'est catalyseur lorsque les équipes sont, je dirais, à fond sur la démarche. Autant pour certains, ce que l'on peut comprendre, c'est l'accompagnement au changement. On est dans une phase de changement, donc c'est l'accompagnement au changement. Et dans ce cadre-là, il y a toujours des freins humains, et c'est normal. Et il faut essayer d'accompagner au mieux les équipes. Le deuxième frein qu'on a rencontré, c'est plutôt technique aussi. C'est-à-dire que la volonté d'avoir tous ces outils, c'est très bien, c'est des systèmes informatisés, c'est très bien. Comment on les applique, comment on les adapte, comment on est en capacité de pouvoir répondre à 10 000 apprentis, 15 000 apprenants extérieurs, pour s'appuyer sur des outils de systèmes informatiques. Donc les fameux hébergements de tous les systèmes, toutes ces choses-là. Moi, j'y connaissais absolument rien dans tout ce qui était système informatique. Alors, je vous avoue que j'y connais toujours rien. Mais par contre, une chose qui est importante, alors je ne sais pas, quels que soient les... Peut-être vous avez plus de compétences, mais toujours se faire accompagner dans cette démarche-là par tout ce qui est la DSI, enfin les directions de systèmes informatisés, parce qu'on a des envies, on a des volontés, on a des outils. Par contre, est-ce qu'ils sont adaptables ? Comment on les adapte ? Comment on les met à disposition ? Et tout ça, on les trouve un petit peu au fur et à mesure du fonctionnement. Et si on n'implique pas, moi je m'en rends compte fortement, si on n'implique pas directement la direction des systèmes informatiques dans notre démarche, on risque de se retrouver à avoir une volonté d'outils, mais j'entends parler de cloud, j'entends parler d'hébergement, j'entends parler de tout ça. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, assez prioritaire. Alors, ça ne fait pas partie des équipes pédagogiques, mais ça fait partie de la démarche d'hybridation. Et je crois qu'on ne peut pas se passer de l'aide, en tout cas, quand on a une démarche pédagogique, c'est bien, mais comment ça se transforme fonctionnellement, ça, c'est important. Donc ça, c'était un frein aussi qu'on a rencontré, qu'on en rencontre toujours un petit peu aujourd'hui. Donc ne pas oublier le côté développement informatique qui est assez prégnant. Voilà, après, les freins, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on réfrène un petit peu aussi, parce que d'un autre côté, la volonté des équipes de s'engager complètement dans cette démarche fait qu'aujourd'hui, on veut aller très très vite, et je vais rejoindre ce que disait ma collègue à côté, c'est qu'en ce moment, on se dit, attendez, on se pose, on réfléchit un peu plus, c'est quoi exactement nos besoins ? Est-ce que celui-ci est vraiment celui adapté à ce que l'on veut faire dans le cadre de la stratégie qu'on essaie de mettre en place ? Que l'on met en place, pas qu'on essaye, que l'on met en place. On a 90 diplômes. Comment répondre à ces 90 diplômes sur l'ensemble de l'Occitanie ? Les outils, il y en a partout. Moi, j'en vois fleurir un peu partout dans tous les territoires, ou dans les 13 départements. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est même nous qui réfrénons un peu plutôt côté pilotage, en disant, voilà, on se pose, éviter d'utiliser 50 outils, quel est celui le plus adapté ? Et aujourd'hui, c'est même nous qui mettons un peu des freins là-dessus, parce que sinon, on va se retrouver, on est une entreprise, on est une entreprise, on est un organisme de formation, on devient concurrentiel et il faut qu'on ait une ossature commune. Donc là, les freins, ils sont plutôt de notre côté à essayer de poser et d'essayer de dire aux équipes. Les équipes veulent aller très très vite, dès qu'elles ont touché, elles veulent aller très 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 vite. Donc on veut aller très vite, il faut peut-être plutôt se poser. Et est-ce que c'est les bonnes pratiques ? Comment c'est intégré dans notre processus ? Et c'est un petit peu ça aujourd'hui qu'on essaye de caler, quoi. Après, peut-être quelques freins au changement, c'est l'appétence, l'envie d'y aller. C'est ce que je disais, c'est à la fois un catalyseur et puis de l'autre côté, l'envie d'aller, de faire et de bien faire, une fois qu'on a découvert, certainement. Par contre, il faut que ça rentre quand même dans un processus commun, partagé. Il faut que l'ensemble des équipes puissent se l'approprier. Donc voilà, ça ne peut pas être ce qu'on partage, quoi. Ça ne peut pas être one shot d'un côté, j'utilise ça va très bien, je l'utilise pour moi et fini. Ça c'est pas l'orientation, c'est comment je l'utilise dans une progression pédagogique pour notre OF.
et comment elle est partagée sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui veut rentrer sur une formation qui fasse je vais prendre ce qui est le plus utilisé chez nous, mais sur la boulangerie, un CAP boulanger, on doit trouver la même structure pédagogique sur l'ensemble des territoires concernant en tout cas l'ECMAR. Enfin, les LACMAR, pardon. Pas l'ECMAR, LACMAR. LACMAR. Enfin, j'ai l'ECMAR parce qu'il y a aussi une démarche qui est faite nationale avec les chambres de métiers aussi au niveau national. Donc on se retrouve un petit peu confronté à la même chose, quoi. Ouais, il y a plusieurs échelles. Il faut avancer ensemble. On est un réseau, hein, donc à un moment, il faut qu'on ait une démarche réseau aussi. Donc ça, c'est aussi des freins parce que c'est une grosse machine, hein, mais ça peut être aussi des freins à lever. Mais par contre, c'est d'essayer d'avoir toujours quelque chose de commun, partagé, identifié, et qui soit vraiment... et qui émane toujours, je vous rejoins complètement, mais qui émane toujours des équipes pédagogiques. Merci. Voilà. Merci tous les deux. Alors, vraiment, le trait commun qui ressort, c'est s'appuyer sur les équipes et prendre son temps pour poser les choses, prendre son temps pour établir une stratégie, voilà, avancer tous ensemble. Alors, est-ce que après toutes ces interventions, je vois Alexandra, est-ce qu'il y a un petit complément à dire? Non, mais pour revenir sur ce que disait Oui. Yann, effectivement, le partage, c'est vraiment très important. Enfin, les mutualisations, il y a plein de choses qui peuvent être faites en collaboration, en coordination avec différents acteurs. Et nous, on s'engage vraiment dans cette démarche-là. Donc, je pense que si vous souhaitez vous lancer dans une stratégie de digitalisation, il ne faut pas hésiter à regarder les bonnes pratiques et échanger avec des acteurs qui sont passés par là et qui peuvent vous donner les outils ou les bons tuyaux ou les freins et les leviers que vous pouvez déployer. Oui, complètement. Il faut pouvoir s'inspirer de ce qui se passe, prendre le temps aussi de voir ce qui est en train de se passer au sein de l'organisme, pouvoir le formaliser, s'appuyer dessus et réitérer. Alors, on va pouvoir passer un temps d'échange, hein, qu'on puisse un petit peu être plus participatif, être plus ensemble. Est-ce qu'il y a quelques questions déjà qui émanent? Oula, on a déjà une question dans la salle. Donc, je vais... Ouais, voilà. Cette question est pour Tricky parce que vous avez vécu, on va dire, une période d'interrogation sur la digitalisation. Comment vous avez vécu financièrement cette transformation? Parce que je suppose que vous aviez on va dire, un programme en présentiel, oui, et que vous avez dû complètement le transformer en distanciel, hein, au travers de vos escape games. Oui. Ça a un coût. Travailler sur des programmes différents, sur des scénarios différents. Voilà. Quel coût? Ça a eu un coût en plus catastrophe parce que le mois de mars, premier confinement, on était full complètement. Enfin, il y avait 2 tournées parallèles. Enfin, c'était vraiment la cata parce que nos clients ne nous ont pas payés. Ouais, mais enfin, ils nous ont pas payé, mais en plus, nous, on avait des prestataires à payer, hein, des transporteurs, etc. Donc, c'était vraiment en cata. Et heureusement, on avait fait une très bonne année 2019. On ne s'était pas versé de dividendes avec mon associé parce qu'on souhaitait investir dans des projets digitaux, mais qui étaient tout autres. Et du coup, on a dû réorienter toute notre stratégie et on a investi, comme je vous le disais, 120 000 €. Donc, c'est pas rien. Ça nous a mobilisé du temps, des ressources financières, nos équipes. Et au final, c'était un bon pari parce que ça nous a sauvés sur 2021. Je vous disais, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires sur 2021. Donc ça a été rentabilisé à ce jour. Mais c'était un pari, ouais. C'était un pari de survie, là. Capital risque, non, parce que pour le coup, on est 2 associés. Enfin, on est une start-up, mais on est 2 associés sans fonds d'investissement. On est complètement autonome dans nos prises de décision. Ça a probablement facilité le pivot, parce que si on avait eu des comptes à rendre à des investisseurs, ils nous auraient certainement pas dit vous pouvez faire le digital comme ça. C'est sûr que le fait d'être autonome dans cette prise de décision et d'être que 2 décisionnaires, ça a forcément facilité. Je vous avoue que c'était une charge mentale un peu difficile pour nous à l'époque, mais en tout cas, on n'est pas mécontent des choix qu'on a fait. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements dans la salle, d'autres envies d'éclaircissement, d'autres sujets qui vous
qui vous titillent peut-être? Des réflexions que vous aviez eues avant de venir à l'atelier peut-être, auxquelles on ne pourra pas forcément aller, un sujet sur lequel on ne serait pas forcément allé de suite? Pas forcément en fait, tout est très clair. Oui. On arrive. Il n'y a pas de possibilité de nous montrer une démo d'un bout de digitalisation sur les deux d'hybridation? Il n'y a rien qui a été ramené en démo pour nous montrer? Comment? On n'a pas prévu. On n'a pas prévu. Mais en revanche, vous pouvez nous laisser vos coordonnées et on peut organiser des démos un peu plus tard si vous le souhaitez pour qu'on puisse vous montrer. Enfin, nous, on a des démos en ligne auxquelles vous pouvez avoir accès. Sur notre site internet, vous pouvez faire des demandes et vous avez accès aux démos en ligne. Elle n'est pas accessible pour j'ai une plateforme. Alors, vous dire qu'aujourd'hui, nous, on a notre plateforme régionale qui s'appelle umao-occitanie.fr. Donc, vous peut-être pas aller voir dessus. Pour l'instant, elle n'est pas, je dirais, on ne la laisse pas accessible aux apprenants. Comme vous l'avez compris, on est dans la phase d'expérimentation. Normalement, les apprenants devraient avoir accès à partir du mois de janvier sur certaines formations. Mais notre plateforme existe. Juste une petite précision aussi, alors j'en profite, mais pour se faire accompagner par exemple sur la plateforme, les entreprises qui nous accompagnent sur la plateforme et les entreprises qui nous accompagnent sur les équipes pédagogiques, ce sont les entreprises qui étaient au-dessus. Elles étaient présentes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a la chance, en tout cas, moi j'ai trouvé la chance en Occitanie de pouvoir s'appuyer sur des professionnels. J'en ai rencontré d'autres que je ne connaissais pas, qui seront peut-être amenés avec qui on pourra peut-être amener à travailler après, une fois qu'on a défini vraiment nos besoins spécifiques digitaux. Mais il est vrai qu'on a réussi à trouver, en tout cas nous, pour notre réseau qui est assez conséquent, trouver des partenaires occitaniens. C'est une grande chance quand même. Et juste une petite chose quand même, parce que pour travailler avec CMA France, on se rend compte que sur toutes les régions, alors je ne sais pas si les personnes d'autres régions, mais sur toutes les régions, ça ne s'est pas passé comme ça tout à fait. Maintenant, ça se présente un peu comme ça. Je vois avec des collègues, je crois que c'est en Hauts-de-France, en Normandie, en Bretagne, je crois, ou en Pays de Loire, pas tout à fait la même chose. Il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est vrai que, en tout cas pour notre réseau, celui qu'on peut représenter aujourd'hui quand même, on s'est retrouvé avec un accompagnement depuis un an qui est vraiment... c'est une bouffée d'oxygène pour nous. On a parlé d'investissement à côté. Je vous avoue qu'il va falloir qu'on mette des investissements forts sur le reste des équipes pédagogiques parce qu'on a à peu près une centaine de collègues qui sont suivis, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on est 600, presque 700. Donc il va y avoir un plan d'investissement assez conséquent, en tout cas pour accompagner les équipes pédagogiques. Et puis après, l'achat, juste rappeler, dans ce cadre-là, on est des formateurs, nous. On n'est pas des concepteurs industriels. Alors je sais que plus on avance, plus les équipes pédagogiques, à un moment, ont envie d'aller plus loin. Et au bout d'un moment, elles se retrouvent presque à concevoir du contenu digital. C'est pas notre métier. Nous, on est des pédagogues avant tout. On doit s'appuyer, on doit définir notre besoin, mais on doit s'appuyer après sur des professionnels pour ça. C'est pas notre métier, quoi. Ça, c'est aussi une stratégie faite au sein de la chambre de métier. C'est-à-dire que on va pas embaucher des designers, on va pas embaucher des gens comme ça pour aller dans ce cadre-là, quoi. Nous aussi. Nous aussi. Alors, c'est pas notre métier. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire un dernier tour pour voir s'il y a d'autres sujets. Mais peut-être qu'on peut anticiper, aller sur ordinateur et aller chercher des éléments pour faire une démonstration de Tricky. Voilà, on va regarder ça ensemble. Et pendant ce temps-là, on pourra peut-être aller un peu plus dans le détail sur le programme de modernisation, donner des éléments, peut-être citer les quelques prestataires pour que vous ayez plus d'informations, que vous ayez moins à aller chercher par vous-même. Est-ce qu'il y a un autre sujet, un autre questionnement avant qu'on parte là-dessus? Allez. Oui, alors moi j'ai une question pour monsieur. Quand on est sur l'hybridation et pas sur la transformation complète, on peut être tenté, il me semble, de transformer plutôt la partie connaissance qui paraît assez simple à transformer. Finalement, on va mettre du texte, des quiz, des choses comme ça. Quelle a été votre stratégie là-dessus? Quelle partie, en fait, ces 25%, c'est quelle partie des formations? Est-ce que vous êtes resté sur quelque chose d'assez classique ou est-ce que vous avez réussi finalement à aller au-delà? Donc, comme souvent la plupart de nos diplômes, il y a deux parties. Il y a la partie professionnelle et la partie enseignement général. Je vais le faire simple.
L'objectif, c'est d'avoir 25% sur la partie enseignement général et 25% sur la partie métier. C'est-à-dire que le geste, il existe déjà des choses. La chambre de métier du Tarn-et-Garonne, par exemple, a déjà fait pas mal de petites vidéos sur le geste. Donc on se rend compte que le geste, on peut l'apprendre par le visu. Alors ça, c'est nouveau aussi, parce que les professionnels chez nous sont convaincus que non. Mais quand on voit certaines choses, on se rend compte que ça existe. Ça s'appelle le répertoire des gestes. Je ne sais plus tout à fait le terme, mais je pense qu'on pourra le retrouver. Mais pour vous répondre, l'objectif, ce n'est pas uniquement sur l'enseignement général. Ce n'est pas uniquement sur la partie gestes et postures. Ce n'est pas uniquement ces choses-là, puisque là, en plus, on a des choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer assez rapidement. Mais c'est vraiment amené aussi dans le côté professionnel du métier, sur le geste professionnel de l'hybridation. Enfin, vraiment aller sur le geste. Oui, ça, c'est clair aussi. C'est assez clair. Alors, Tricky a de la ressource. Nous pourrons avoir une démonstration juste après. On va prendre quelques minutes sur le programme, le dispositif régional, peut-être pour continuer sur le témoignage de votre accompagnement. Je participe au comité de sélection du programme de modernisation, donc j'ai quelques informations peut-être à vous transmettre, si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, il y a de quoi, c'est intéressant. Effectivement, la région Occitanie a porté très tôt ce sujet dans le cadre du PIC, du plan d'investissement dans les compétences, a mis beaucoup de moyens sur ce sujet, était pionnière. D'autres régions sont investies à des ambitions différentes, avec des moyens différents, des choses aussi très intéressantes. Il s'agit du dispositif Innov-Emploi, modernisation de l'appareil de formation. Le fonctionnement, il est, comme on le disait tout à l'heure, que 2 fois par an, en moyenne, vous avez la possibilité, en réponse à un questionnaire qui est assez simple, de faire part de votre niveau d'avancement dans votre organisme et indiquer, selon les 3 thématiques, ce que vous aimeriez faire grâce au programme. Donc les 3 thématiques, évolution du métier de formateur. Alors, on l'a bien vu, c'est essentiel. Donc quasiment systématiquement, cette thématique est sortie. Il y a la digitalisation de la formation. Ça peut inclure l'aide au choix de LMS, des outils, etc. Harmonisation des pratiques, organisation, etc. Et 3e thématique, pédagogie attractive. Donc là, c'est aller chercher l'innovation, aller chercher les modalités pédagogiques qui vont répondre à vos enjeux. Par exemple, de mobilisation de vos apprenants. Voilà, donc 3 thématiques sur lesquelles vous pouvez aller explorer, vous pouvez déployer votre ambition, en quelque sorte. Vous déposez ce dossier, il est étudié en comité de sélection par la région. Il est calibré aussi en fonction et un prestataire vous est attribué selon votre présence géographique. Donc il y a 4 prestataires en tout, donc je vais essayer en ordre alphabétique. Ça va être facile de commencer par Business, qui accompagne la CMA régionale. Il y a aussi Mascotte. Ce sont 2 prestataires qui sont aussi éditeurs d'outils. Donc ils étaient présents là-haut. Ils ont un outil Stories et Tactilio qu'ils proposent, mais ils proposent aussi évidemment des outils open source. 2 autres prestataires, Kawalearn et Let's Mind. Voilà, ce sont les 4 prestataires qui ont été retenus par la région. Ces prestataires prennent le temps avec les organismes, après le comité de sélection, d'abord d'un diagnostic, d'un diagnostic avec vous, organisme de formation, pour s'assurer de la viabilité de votre projet. Et il y a un travail de co-construction d'un plan d'action. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensemble avec le calibrage du temps passé. Voilà. Parce qu'il y a des jours d'intervention du consultant pris en charge, très bien. Mais derrière, chez vous, dans votre équipe, qu'est-ce que ça représente ? Ça peut être un petit organisme avec beaucoup de jours ou un gros organisme avec énormément de jours, en fait. C'est de l'investissement de temps. Trop. C'est un calibrage très important à faire au début. À ce moment-là, nouveau comité de sélection. Justement, la région se positionne pour s'assurer que tout semble bien prêt pour vous, que le calibrage est plutôt bon, qu'on n'est pas hors sujet, que les bases sont posées pour l'accompagnement jusqu'à 1 an. Donc vous avez 40 jours, jusqu'à 1 an d'accompagnement d'un consultant. Donc c'est une réelle opportunité et un réel questionnement pour vous. Est-ce que c'est le bon moment ? Sur quoi vous voudriez aller ? Vous avez des informations, que je disais, sur le site du Carrefour F Occitanie pour vous renvoyer vers le lien de la région qui va bientôt ouvrir sur ce sujet-là. Donc, Innov-Emploi, modernisation de l'appareil de formation. Est-ce que j'ai été assez claire ? Vous avez des questions ? Un petit complément, Yann, avant de partir sur Tricky ?
Une question? Alors, j'y vais. Oui, alors du coup, en lien avec le projet, vous avez dit que vous aviez en fait en cours de route un petit peu changé votre objectif de départ. Est-ce que quand vous avez fait le dépôt de votre candidature, ça avait changé avant le dépôt de la candidature ou en fait ils ont commencé l'accompagnement et c'est pendant l'accompagnement que ça a changé? Alors, pour vous répondre, c'est au cours de l'accompagnement parce que comme Virginie a pu le voir, c'est qu'il y avait 3 thématiques. Et bien sûr, quand on vous propose, la région vous propose d'accompagner sur les 3 thématiques, nous, on s'est positionné sur les 3 thématiques en se disant on va avoir du temps formateur et il va falloir libérer du temps formateur. Et là, on s'est rendu compte que c'est énorme. C'est énorme. Donc, je pense que ce qu'il faut faire pour éviter ce qu'on a pu faire, mais on est obligé d'aller dans cette démarche-là quand même. Alors, c'est vrai que la région, à chaque fois, on a des points d'étape. Moi, j'ai des points d'étape avec business toutes les semaines, pratiquement, enfin même tous les jours. J'ai quelqu'un qui m'accompagne tous les jours. On a des points d'étape avec les équipes pédagogiques après un suivi individuel tous les trimestres. Et on fait un point d'étape donc à chaque fois avec la région. Et s'il y a moindre problématique, il y a un échange continuel avec la région. Ce qui s'est passé, c'est que si vous avez l'opportunité, c'est essayer de faire étape par étape. C'est-à-dire que nous, on a tout pris, l'accompagnement des équipes pédagogiques, la digitalisation, les formations innovantes. Et on se rend compte que c'est très, 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 très chronophage. Donc dans le fonctionnement des OF, honnêtement, on avait essayé de faire du prévisionnel. Mais c'est le temps de travail des équipes pédagogiques en dehors du suivi est conséquent, quoi. Alors, ça dépend aussi du niveau de compétence des équipes et dans le domaine. Mais c'est vrai que c'est conséquent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas tout prendre d'un seul coup. On s'est dit, on va y aller, c'est parfait, tout le monde veut y aller, on y va. Alors, on y va, on y est dedans, hein, on y est. Mais effectivement, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on aurait dû mettre plus de temps sur la phase 1, qui est l'accompagnement des équipes pédagogiques, leur rôle, leur posture, comment ils se positionnent dans cette démarche-là, et après d'aller sur la phase 2 de la digitalisation et après sur la phase de création innovante. Mais par contre, sur nos parcours, où on a été en capacité de réagir, c'est qu'on a proposé sur certains parcours qu'on avait, d'essayer de leur proposer sur un AMI suivant. Donc on a vu avec la région et là on vient d'avoir la réponse hier, vous voyez, donc c'est d'hier parce que je l'ai su hier soir, hein, donc sur l'AMI 3, donc la 3e vague, on s'est repositionné, on a décalé une partie de nos actions de formation, sur une partie en tout cas, et puis la chose c'est que si vous êtes plusieurs, je ne sais pas si vous êtes un conglomérat de plusieurs OF, c'est d'essayer de demander à la région d'avoir un seul prestataire, un seul, hein, pas 2 ou 3 parce que... Donc, ils ne m'ont donné qu'un seul prestataire. Alors, je remercie, c'est le business, mais heureusement. Mais ce n'est pas anodin. Hein, parce que... C'est vrai que c'était un programme innovant. Clairement, c'était la première fois qu'un programme de ce type-là était mis en place. Donc, il y avait aussi une notion d'expérimentation au sein de la région avec les consultants en même temps. Hein. Donc, cette notion, en fait, de temps nécessaire, de co-construction du plan d'action, etc., dans le programme en lui-même, ça a été aussi de plus en plus travaillé. Là, on parle de l'AMI 1, donc premier appel à manifestation d'intérêt début 2020. On ouvre le 4e, donc 4 vagues d'à peu près 80 organismes de formation. En interne du programme, il y a aussi plus d'ajustements sur ces sujets-là. Et donc, grâce à des expériences d'organismes, des premiers appels à manifestation d'intérêt. Et cette recommandation ressort énormément. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Quelle est la taille des organismes de formation que vous prenez en commission? Parce que je suppose que vous allez mettre l'accent peut-être sur des organismes un peu plus structurés que sur des indépendants comme mon OF. Alors, je participe en soutien à la région. Évidemment, c'est la région, hein, bien sûr, qui intervient, qui porte ce programme depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai que... majoritairement, on est sur des organismes d'une certaine taille. Clairement, hein, on déploie des moyens assez conséquents. On a eu des organismes de plus petite taille qui y répondent, avec ce questionnement de la disponibilité encore plus prégnant. Vraiment très, 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 très prégnant. Le programme est ouvert à tout organisme occitan. L'idée, voilà, est de...
Je n'ai pas les chiffres sur le nombre d'organismes, mais majoritairement des organismes de moyenne grosse taille, oui, effectivement. D'accord. Après, je vous invite à poser aussi vos questions, si vous le souhaitez, sur l'adresse mail générique de la région, modernisation de l'appareil de formation, @laregion.fr. Voilà, pour des détails un petit peu plus sur votre projet, peut-être. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce sujet, sur d'autres sujets ? Non ? Eh bien, on est parti pour une démonstration. Alors, on est entre vos mains, Alexandra. On a encore un quart d'heure ensemble à une démonstration d'une grosse dizaine de minutes. Merci beaucoup. C'est une démonstration qui est accessible et qui simule une session Digital Room qui pourrait avoir lieu. Donc l'objectif du jeu, c'est qu'on est réunis par groupe de 4 participants. Vous voyez des fausses visioconférences avec des collègues. Comme dans un escape game, le temps est compté. Donc vous avez 1 heure pour sortir des 4 pièces. Yup. L'objectif, c'est comme dans un escape game, de fouiller, de cliquer et de trouver des indices un petit peu partout dans la pièce, mais surtout de résoudre des énigmes. Désolée. Et après, on a un inventaire, donc on collectionne des objets. Et l'objectif, c'est de trouver des cartes émotions. Donc, dans ce scénario, l'objectif, c'est de comprendre quelles sont les émotions dans la pièce et de débloquer l'émotion principale de la pièce ou de deviner l'émotion principale de la pièce. Donc, pour l'instant, on est en mode démo, on n'a pas de webcam, mais normalement, évidemment, tout le monde a une webcam. Voilà. Et donc là, on doit aider Tony à identifier ses émotions en période de confinement pour mieux les comprendre et y faire face. Donc, sur cette phase de jeu, on va commencer. Et vous allez me dire où est-ce que je dois cliquer. C'est un peu plus interactif. Je vais faire chou blanc. Sur la prise, hop, c'est pas mal. Voilà. Sur la prise, hop, je vais essayer d'être précise parce que je crois que c'est ça. Alors, on a proposé de cliquer sur la prise. Il y a des +1, +1. Ah, mais est-ce que je suis sur Chrome ouais, excusez-moi, mais je pense que je suis pas sur Google Chrome. Je le vois comment si je suis sur Google Chrome? Est-ce que je suis sur Google Chrome? Ouais. Pas mon jeu. Je proposerais bien de cliquer sur la tasse. Cliquer sur la prise. J'ai envie de cliquer partout, moi aussi j'ai envie de cliquer partout. Hop. Il y a une tasse aussi, oui. Hop. Donc là, on met la tasse dans l'inventaire, c'est ça? On met la tasse dans l'inventaire, mais surtout on doit brancher la prise et la prise ne veut pas se brancher. D'accord, donc là, brancher la prise pour que l'ordinateur fonctionne. Pour que l'ordinateur fonctionne, ouais. Bon, je suis désolée. Visiblement, j'ai pas le bon lien de démo. Mais normalement, effectivement, je branche la prise, l'ordinateur s'allume, je vais avoir une petite énigme, un message de mon manager sous forme de rébus que je vais devoir trouver avec mes collègues. Et différents éléments en fait, qui vont me permettre de trouver différentes cartes d'émotions. Au sujet du confinement de Tony. Donc tout est scénarisé autour de l'histoire de Tony et l'idée c'est de pouvoir travailler sur les émotions, comprendre quelles sont mes réactions face à des situations et pourquoi est-ce qu'elles sont causées par ces émotions-là. Et après, on travaille sur la théorie de Robert Plutchny qui détaille les émotions primaires et secondaires. Et donc en trouvant différentes cartes, comme par exemple l'anxiété, qui est la première carte normalement qu'on trouve, on va comprendre que derrière cette anxiété, en fait, derrière, il y a 2 émotions qui sont associées à l'anxiété. Et à votre avis, ce sont lesquelles? Question pour la salle. Derrière la carte anxiété, quelles sont les 2 émotions? Oui, il y a la peur, effectivement. L'angoisse, c'est une émotion secondaire, c'est pas une émotion primaire. Non. Non.
Et c'est l'anticipation. Donc c'est le fait d'anticiper des éléments et associés à la peur qui vont générer chez moi de l'anxiété. Et donc en fait, on va venir détailler sur la séquence pédagogique le pourquoi du comment sur chaque émotion et outiller les participants sur comment est-ce qu'on peut réduire des stimuli face à ces émotions-là. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres endroits à cliquer? Peut-être les photos sur le... Effectivement, il y a le tableau, mais sans les indices, je ne me souviens plus des codes couleurs. Il faut un moment qu'on trouve des... En fait, c'est un apprentissage séquentiel pas à pas, c'est-à-dire qu'on doit évoluer dans la pièce. Et donc, en étant bloqué à la première énigme, je ne vais pas avoir la possibilité de pouvoir vous faire le reste. Et donc, c'est pas moi normalement qui fais les démonstrations, c'est mes médiateurs. Hors version démo, il y a d'interaction avec... Avec les 3 autres participants. Donc là, ils sont fictifs, hein, c'est des fausses vidéos. Mais vous êtes réunis sur la salle avec 3 autres participants et un médiateur qui est présent pour vous expliquer les différents éléments pédagogiques sur la séquence. Et à l'issue de cette phase de jeu qui dure 1 heure, il y a 1 heure de débrief avec le médiateur sur les enjeux pédagogiques. Donc pour vraiment articuler les messages de prévention. Alors celui-là n'est pas en temps réel, mais oui, les sessions se déroulent en temps réel. Il est en temps réel présent, il répond à toutes les questions des participants. Et l'objectif, c'est de créer de l'émulation entre les participants. Donc c'est un système de tour par tour aussi. Ce qu'on ne voit pas dans cette démonstration-là, c'est que moi j'ai 3 coups, et quand j'ai utilisé mes 3 coups, c'est à un autre, au suivant de faire 3 coups. Ce qui du coup stimule l'engagement et la prise de décision sur ce jeu. Et sur certains jeux, ils sont aussi... il y a des... Moi, je vais voir des éléments d'information, mais d'autres participants vont voir d'autres éléments d'information. Et donc, du coup, ils vont être obligés de communiquer pour s'échanger les informations. Et vous parliez d'un prochain digital game sur la vaccination. Sur l'hésitation vaccinale, oui. D'accord. C'est un escape game qu'on avait physiquement et qui nous a été commandé par l'Agence régionale de santé. On a fait passer des salariés d'EHPAD alors initialement, la thématique c'était l'hésitation vaccinale grippale. Évidemment, il y a le contexte Covid qui est arrivé derrière. Donc contexte Covid, on nous a demandé de travailler sur l'hésitation Covid. Donc on a fait des tournées en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, donc près d'EHPAD. On a environ 500 participants qui ont bénéficié du dispositif. Et on réduit... il y a 36% des opposants à la vaccination qui décident de se faire vacciner suite à nos interventions et 39% des hésitants à la vaccination. L'enjeu sur l'hésitation vaccinale, et on parle bien d'hésitation vaccinale, c'est de travailler sur les biais cognitifs et les mécaniques liées à notre hésitation. Et donc sur cet escape game / digital game maintenant dans les prochains jours, c'est que les participants sont réunis toujours par groupe de 4 et ils doivent convaincre une intelligence artificielle de mettre à jour son antivirus. Et on travaille sur l'échelle des 5C, qui est l'échelle scientifique de l'hésitation vaccinale, pour exposer les participants aux arguments et au fait qu'ils doivent réapproprier les arguments pour convaincre l'intelligence artificielle de mettre à jour son antivirus. Et après, sur le focus, on fait le parallèle avec le monde du vivant et notre médiateur en santé. Mais là, on travaille vraiment sur les mécaniques aussi émotionnelles liées à l'hésitation vaccinale et aux biais cognitifs. Qui sont, en fait, ce sont des freins. Quand on prend une décision, dans 80% des cas, on ne va pas changer de décision, même si on met factuellement les preuves par A plus B que on a tort. C'est un biais cognitif. Et donc, nous, on travaille sur ces leviers-là pour faire prendre conscience que y a des mécaniques qui sont pas très logiques. En fait. Notre cerveau est fait pour... en fait, il y a des processus, des systèmes 1, système 2, des processus de prise de décision rapide qui sont distincts des processus décisionnels, d'analyse décisionnelle. Et c'est sur ce sur quoi on travaille. Donc cette démonstration, elle est disponible sur votre site internet. Oui, elle est disponible sur notre site internet. Là, il y a un vrai bug, je suis désolée. Il y a une petite coquille, mais prochainement... Ça m'agace un peu, en fait. C'est très, très agaçant. Vous auriez cliqué où en dehors de la prise de l'écran et du clavier Il y a plein... Après, je pense que je clique pas bien aussi. Poubelle, tiroir. Les tiroirs, il y a
Il y a effectivement des boutons à tourner. Ah oui. Mais je vous avoue que je ne connais pas assez bien ce scénario pour connaître toutes les solutions. J'essaye un truc. Mais... Après, vous disiez c'est sur 1 heure, hein, donc il y a le temps d'essayer tous les j'en ai un. tous les clics. C'est pas branché, donc je peux pas... Quand je branche la prise, j'allume l'ordinateur et le téléphone, et là, après, je peux faire un numéro de téléphone, et ça déclenche. C'est aussi une limite du numérique, hein, l'électricité. Alors, en fait, là, c'est surtout sur ce levier émotionnel, c'est de se dire, ah mince, je vais me prendre les pieds dans le fil, et donc du coup, je vais perdre toutes mes données, donc du coup, ça lui génère de l'anxiété vis-à-vis de ce fil-là, en fait, sur le scénario. Mais du coup, vous avez une démonstration un peu chaotique, j'en suis vraiment désolée. On a un visuel improvisé et on a un visuel quand même assez intéressant. On peut se projeter, on est dans de l'immersion. Il faut savoir que nos outils physiques ou digitaux, soit on les déploie nous-mêmes avec nos médiateurs, soit on le met à disposition de professionnels qui veulent s'outiller, s'équiper. On a des missions locales, des universités, on n'a pas encore d'OF, mais on espère que ça peut... il y a des collaborations qui peuvent naître et qui du coup le déploient auprès de leur public. On les forme, ils intègrent la Tricky Academy, on les forme à nos méthodologies et après ils peuvent les utiliser quand ils le veulent. Ok, merci beaucoup. Est-ce que d'autres réactions sur la démonstration ? Ça marche ? Oui. Oui. J'ai une question pour vous. Alors là, celui que vous avez développé, le premier, c'était pas un escape que vous aviez déjà en présentiel. Vous êtes parti de rien, mais du coup, je me pose la question entre si on comparait déjà l'escape game classique, même pas digitalisé, à une formation présentielle beaucoup plus classique. Vous avez parlé de taux de changement des comportements, enfin d'évaluation là-dessus. Est-ce que vous avez des comparaisons là-dessus ou pas ? Sur les changements de comportement ? Ouais, par rapport à une formation présentielle classique. Alors, il n'y a pas de... Alexandra, Pardon, excusez-moi. Il y a des suivis de changement de comportement sur plus de 6 mois. C'est rare qu'il y ait des organismes de formation qui s'astreignent à utiliser des protocoles de recherche comme nous. Donc, à ma connaissance, peu, mais je ne peux pas trop vous dire. Enfin, ça doit dépendre de certains programmes, certainement. En revanche, nous, ce qu'on fait, on fait une évaluation des connaissances avant, évaluation des connaissances après, et après, on fait le suivi de changement de comportement sur la méthodologie d'évaluation. Donc, grosso modo, pour une personne, on doit avoir une cinquantaine d'informations d'items qui sont questionnés. Entre la phase avant, la phase pendant et la phase après. Et la phase suivie aussi. Donc je ne peux pas vous répondre pour les autres organismes de formation, je peux vous répondre pour moi. Merci. Une dernière remarque, une dernière question dans la salle ? Merci pour la proposition d'aller sur une démonstration. Je pense que ça permet d'avoir un visuel de cette manière-là. Alors, on va retourner sur le PowerPoint pour pouvoir conclure ensemble. Merci Alexandra. On est sur du direct live. Merci beaucoup. Alors, il restait une question sur le chat, à laquelle malheureusement, je n'avais pas de réponse précise. Plusieurs OF indépendants ayant la même problématique peuvent-ils se regrouper pour répondre au programme de modernisation ? À ma connaissance, ça n'a pas encore été le cas. À mon sens, non. Mais encore une fois, toute question est bonne à poser à la région porteuse du programme de modernisation. Donc ça peut être une question peut-être un petit peu plus précisément à poser sur l'adresse mail générique que vous retrouvez sur notre site internet. Oui ? Alors... Oui, il y a des réseaux. Hein. À savoir que pour des regroupements d'une échelle importante, il y a aussi l'appel à projet Définum,
qui est porté par le Haut Commissariat aux compétences dans le cadre du plan de transformation et de digitalisation. Donc en fin de compte, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à différentes échelles, il y a des possibilités. Voilà. Donc je vous invite à aller vous renseigner de nouveau sur notre site internet. Vous tapez modernisation, vous tapez transformation, les mots-clés, les pages ressortiront. Il existe des choses à une certaine échelle. Il existe des ressources aussi, de nouveau sur notre site, qui vous orientent vers Acto, que l'on a vu, vers FFP, les acteurs de la compétence, vers Synovdes. Vous avez des ressources disponibles et effectivement, a été mis en avant cette nécessité de se regrouper, de mutualiser dans le cadre du programme de modernisation. Il y a un travail qui est fait aussi pour mutualiser les livrables, c'est-à-dire tout ce qui a été produit dans le terme d'accompagnement pour des organismes de plus ou moins grande taille. On cherche à le standardiser, à le mutualiser et le mettre tout prochainement à destination, accessible aux organismes qui n'auraient pas pu bénéficier de la démarche. Il y a un vrai travail de fond à différentes échelles sur ces aspects-là, de patrimoine commun. Réflexion très intéressante, un peu sur le plan de transformation et de digitalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux intervenants, merci aux participants de vous être mobilisés là à 14h après le repas. Merci. Qu'est-ce que je voulais conclure sur je voulais conclure sur les mots-clés qu'on avait tout à l'heure quand même, on va le redire, les formateurs, l'équipe, prendre son temps, de travailler les choses. J'avais aussi envie de mettre en avant l'aspect itératif, le fait de commencer le travail et de s'appuyer dessus, de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien fonctionné pour continuer, recommencer ce cycle d'amélioration continue. On en entend un petit peu aussi parler côté casquette, qualité, Calliope, mais on peut peut-être aussi l'appliquer dans un cycle de digitalisation continue sans forcément tout digitaliser. On l'a vu aujourd'hui, le sujet n'est pas de tout digitaliser, mais de se poser la question, prendre du recul sur l'ensemble de son offre de formation pour vraiment voir si on va aller sur 100% sur un sujet, partiellement sur d'autres. Alors, j'ai proposé à nos intervenants une phrase de conclusion, s'ils le souhaitent, à partager avec vous. Alors, moi, j'ai pris mon étiquette start-up pour citer Steve Jobs. La seule manière de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Merci. Ah non, moi j'ai pas mieux. Non, après. Vous avez l'autorisation de donner votre dernière phrase ? Non, j'ai pas fait une phrase spécifique, mais... Pardon ? Que dire après ? Bah oui, bravo, c'est ça. Non, après, c'est vrai que dans la démarche que l'on a, nous on est sur... alors c'est vrai que c'était centré par rapport à notre démarche métier, mais c'était... j'étais plutôt sur une démarche d'acceptation de la digitalisation. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur du tout. Parce que moi je vois déjà en quelques mois, avec l'accompagnement qu'on a, les facteurs de réussite que l'on peut avoir, les surprises que l'on a. Je disais tout à l'heure à notre collègue, j'ai même des équipes pédagogiques qui ont carrément créé des escape games alors qu'elles n'avaient aucune appétence à ça au départ, quoi. Donc j'ai pas de phrase spécifique, mais c'est plutôt un encouragement, c'est même plutôt un encouragement pour nous, enfin je dis pour nous parce que moi je suis au pilotage avec d'autres, mais pour nous en tant que pilote, de voir l'investissement réel des collègues dessus, quoi, et de voir le résultat probant qu'il y a à l'arrivée sur la digitalisation. Donc moi j'étais le premier aussi à me poser des questions sur, je dirais, le fait que l'adhésion des collègues, et puis tout compte fait, ça se fait très naturellement, quoi. Très naturellement. Je trouve que ça se fait naturellement. Alors, s'il y a deux mots-clés, c'est le plaisir et la confiance. Ce serait peut-être ça dans les recommandations. Alors, deux choses à vous dire. Première, de nouveau, vous avez des ressources sur notre site internet, cariforefoccitanie.fr, moteur de recherche en haut à droite, vous tapez le mot-clé, vous retrouvez des éléments, des liens pour vous emmener sur les ressources des partenaires. Et puis, à 16h, dans l'amphi Pasteur, juste à côté, on a la conclusive. Alors, encore des discours, mais là, on aura le plaisir d'accueillir Karine Seller, la haut-commissaire aux compétences. Je pense qu'elle pourra aussi vous apporter un éclairage supplémentaire et puis peut-être comme aujourd'hui, vous inspirer, vous rassurer et vous motiver pour la suite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir d'un prochain échange. Merci.